les commodities, hein, c'est le terme le plus utilisé pour parler des matières premières. Donc les commodities, c'est un terme générique désignant n'importe quel actif commercial permettant de satisfaire des besoins. Ça veut dire quoi? En clair, donc un actif commercial, donc un actif qui peut être acheté ou vendu. Mais cet actif permet également de satisfaire des besoins. Et ces besoins sont soit des besoins réels, notamment sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'alimentation. Alors, l'or et l'argent, etc., peuvent avoir des utilisations industrielles, mais peuvent également être utilisés tout simplement pour le paraître. Dans les faits, donc, une commodité est un bien pour lequel il y a une demande. Ce bien est très souvent homogène. Alors, homogène, ça signifie quoi? Ça signifie que il y a une qualité qui est quasiment la même. Alors, bien évidemment, on peut avoir différentes catégories de blé, différentes catégories d'or, différentes catégories d'argent, etc. Bref, il existe différentes catégories. Néanmoins, d'une certaine manière, on peut considérer que ce bien, il est homogène. Du moins, les marchés financiers vont établir des prix pour un bien considéré comme quasi homogène ou partiellement homogène. Ainsi, le bien traité est donc de manière équivalente, quel que soit le producteur. C'est le cas du blé, de l'or, du pétrole, etc. De nouveaux marchés se développent assez vite, comme l'énergie électrique. La caractéristique de cette énergie, c'est qu'elle ne peut être stockée et doit donc être consommée immédiatement. Mais aujourd'hui, il existe une bourse dans laquelle, effectivement, on a les cours de l'énergie qui sont cotés, qui permettent justement de répondre à des demandes de la part d'entreprises ou d'États. Grand 1, le marché de l'or, mais également des métaux précieux. Alors, l'or, une valeur refuge, point d'interrogation. Pourquoi point d'interrogation? Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a des situations délicates, on a tendance à acheter de l'or. Mais pas toujours. On s'est aperçu à certains moments que effectivement les marchés boursiers baissaient, mais que l'or baissait également dans le même temps. Pourquoi? Parce que les institutions financières avaient par exemple besoin de liquidités. Donc elles étaient obligées de se défaire de l'or pour répondre par exemple à des demandes pressantes de la part de leurs créanciers. L'or a joué durant de nombreux siècles le rôle de monnaie. C'est-à-dire qu'auparavant, il n'y avait pas de réelle monnaie, il y avait l'or. L'or, c'était un moyen de transaction. Donc l'or permettait effectivement de réaliser de multiples transactions. Avec le développement économique, l'or et les autres métaux précieux n'étaient plus disponibles en quantité suffisante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fallait faire une transaction, on devait avoir de l'or. Or, l'or reste un métal précieux rare. Et à partir de là, il a fallu trouver des alternatives. D'où le développement, effectivement, des titres de créance, d'où des lettres de crédit, d'où également le développement du billet moderne, de la monnaie classique bancaire. Donc c'est effectivement, l'or et les métaux précieux n'étaient plus disponibles en quantité suffisante pour jouer efficacement le rôle de moyen de transaction, ce qui est la caractéristique, effectivement, de la monnaie. L'une de ses caractéristiques, c'est moyen de transaction. L'or constitue encore une réserve de valeur vers laquelle se tournent les agents économiques dans les périodes de grande incertitude ou de crise. Alors c'est un métal qui est précieux, qui est apprécié quelle que soit la région du monde. En Inde, par exemple, les Indiens sont de grands consommateurs d'or. Quel que soit le pays, l'or possède une valeur refuge et une réelle valeur attribuée par les individus. Dans les années 70, du fait d'une inflation, du fait d'une baisse de la croissance, on note une explosion de l'or. Encore une fois, on revient à cette notion d'incertitude. Dans les années 70, donc on sort d'une période de forte croissance durant 30 années en Europe. La période appelée également 30 glorieuses. Donc en France, par exemple, on a une croissance de 5%, un taux d'inflation qui est assez faible, un taux de chômage qui ne dépasse pas les 2%, bref, une période de rêve. Et puis, on arrive dans les années 70, et dans les années 70, la donne change. Les prix du pétrole augmentent, parce que effectivement, on a le cartel des pays exportateurs de pétrole qui décident justement que,
comment dirais-je, il était nécessaire effectivement d'augmenter les prix, bon, ce qui est un peu logique. On est également dans une période où le modèle économique et la croissance économique, elle avait des moteurs, notamment la consommation. Et bien cette consommation, vu que le taux d'équipement des ménages était quasiment aux alentours des 85%, et bien cette croissance n'avait plus de moteur, la consommation. Et donc à partir de là, on a une baisse de la production, donc baisse de la croissance. Et on se retrouve également dans une situation où les individus étaient habitués à un certain rythme de vie, à un certain niveau de vie. Et donc, on a eu des revendications salariales. Et comment satisfaire ces revendications salariales? Eh bien, en augmentant les salaires, mais automatiquement, on répercute cette hausse des salaires sur le coût, mais également sur le prix final des produits, donc sur l'inflation. Et donc, on a une forte inflation à 2 chiffres dans les années 70. On a une faible croissance. Et à ce moment bien précis, eh bien, l'or devient prisé par tout le monde. Pourquoi? Parce que la monnaie, comme on a une inflation forte, la monnaie perd de sa valeur. Et à partir de là, effectivement, on va vers des actifs sûrs. Et l'or constituait à l'époque un actif sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe après cette flambée de l'or dans les années 70? Les principaux gouvernements ont compris que cette politique keynésienne de relance, de hausse des salaires, etc., était peut-être efficace à court terme, mais qu'elle générait beaucoup d'inflation et qu'elle était inefficace sur le plan économique. Et à partir de là, on a de nouvelles doctrines économiques, ou du moins qui reviennent à la mode. Ces doctrines économiques reviennent à la mode, le libéralisme, notamment le chantre du libéralisme à l'époque était Milton Friedman, prix Nobel d'économie en 1979, si ma mémoire est bonne. Donc Milton Friedman qui met en avant l'importance de lutter contre l'inflation, l'importance d'accorder une certaine indépendance à la Banque centrale, l'importance de ne pas permettre à la Banque centrale de créer trop de monnaie, mais de créer de la monnaie en proportion à la croissance, d'accord? Et donc on est dans une situation où on va avoir une lutte sans merci contre l'inflation. Et donc qui dit lutte contre l'inflation dit retour de la confiance dans la monnaie. Et quand on a un retour de la confiance dans la monnaie, l'inflation diminue, mais surtout la valeur refuge de l'or perd son intérêt. Et c'est la raison pour laquelle on assiste durant cette période à une forte baisse de l'or. Vous voyez ici on passe de 900 au plus haut aux alentours des 350, 400, d'accord, dollars. Donc un cours divisé par 2 dans les années 80. Vous voyez, on est dans début des années 80, donc 80, 81, 82, 83. C'est le début des politiques de libéralisation de l'économie. Donc, cette politique de libéralisation, elle est suivie par un fort dégonflement dans les années 80 et on note que l'or dans les années 80 ne dépassera jamais le seuil des 500. On sera aux alentours des 350, 500. Donc, on a une fluctuation, mais on ne repassera pas au-dessus du niveau des 500. Ce phénomène va d'ailleurs s'amplifier dans les années 90. Vous voyez, dans les années 90, on continue. Donc, ici, 90. Donc on continue, on est aux alentours des 400 et puis à la fin des années 90, on est dans une période où tout va bien en économie. On a une forte croissance, aux États-Unis notamment, on a les nouvelles technologies, on a l'inflation qui est très faible dans tous les pays de la planète, l'inflation ne dépasse pas, les principales économies, 2%, 3% maximum. Par exemple en Europe, elle est inférieure à 2%. Et donc, parfait. Et l'or est complètement oublié durant cette période pour atteindre le niveau des 300. D'accord? Donc effectivement, l'épargne du monde entier, elle s'investit aux États-Unis. L'épargne mondiale s'investit aux États-Unis. Dans les années 2000, eh bien, la donne change. L'économie devient plus incertaine. Alors tout d'abord, il y a le 11 septembre 2001. Il y a le crack des bulles technologiques en mars 2000. Il y a le statut de première puissance économique mondiale des États-Unis. Alors à l'époque, on avait George Bush qui à la tête des États-Unis. Tout le monde se moque de George Bush. Tout le monde se dit mais que fait ce monsieur à la tête de l'État le plus puissant de la planète? Il était tout de même président
des États-Unis, mais néanmoins, on a une politique assez désastreuse, notamment, alors, encore une fois, on ne fait pas de politique, mais néanmoins, il y a quand même des faits. Et donc, on a une guerre en Irak, pour des raisons peut-être géopolitiques ou autres. Bref, c'est pas ça le plus important. Mais le plus important, c'est que on a les États-Unis qui dépensent des sommes colossales en Irak. Et c'est également la période où les pays émergents commencent à rentrer dans le jeu, dans le concert des nations. Et là, on a l'émergence, dans les années 2000, on a l'émergence de la Chine, on a l'émergence du Brésil, on a l'émergence de l'Inde, la Russie. Et ces pays deviennent des puissances avec lesquelles il faut compter. Ensuite, on arrive en 2007. L'économie américaine a vécu pendant de nombreuses années au-dessus de ses moyens. Et donc, on emprunte à tout va, l'épargne mondiale s'investit aux États-Unis, tout va bien aux États-Unis, les taux d'intérêt sont historiquement faibles. Problème, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec une crise, la crise des subprimes en 2007. Et juste après, on a la crise de la dette des pays européens, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, l'Irlande, Portugal, un pays qu'on a appelé les PIGS, et surtout remise en cause de la zone euro. On se pose des questions sur la pérennité de cette zone, fragilité, et donc bien sûr on a plein d'ingrédients qui montrent que finalement on a trop d'incertitudes, et dans ce monde très incertain, il y a une seule certitude, c'est l'or. Et donc l'or explose à la hausse et il passe d'un plus bas de $300. Vous voyez, on est en 2000. Et là, guerre en Irak, 2003, la crise des subprimes, on est là, 2007, vous voyez, ça explose à la hausse. Ensuite, on a une petite correction, et puis là, on a les problèmes de la dette, tous les problèmes possibles et inimaginables qui font que l'or passe d'un niveau de $300 en 2001-2002 à un niveau en 2012 de $1780. L'or sur le marché d'échange. Donc l'or a comme symbole XAU-USD sur le marché d'échange. Il est communément perçu comme une assurance contre l'inflation. Comme je l'expliquais précédemment, dans une période inflationniste, on a tendance à s'orienter, à investir dans l'or, puisqu'effectivement l'or constitue une alternative au dollar américain, mais également aux autres monnaies. C'est une valeur refuge en temps d'incertitude économique ou politique. À long terme, on constate que l'or et le dollar ont une corrélation négative, c'est-à-dire que lorsque le dollar progresse, l'or diminue et inversement. Un dollar plus faible donc s'accompagne généralement d'une hausse du prix de l'or et vice-versa. Il faut rappeler que l'or est coté en dollars. Néanmoins, et ça c'est très important, à court terme, chaque marché a sa dynamique. Il ne faut pas, d'ailleurs, c'est le piège, rechercher de corrélation. Il ne faut pas rechercher de corrélation. Il faut se focaliser sur le marché sur lequel on travaille, sur le ou les marchés sur lesquels on travaille. Grand 2, le marché du pétrole, donc l'or noir, l'énergie phare, l'énergie qui permet effectivement à l'économie actuelle de continuer à son rythme. De nombreuses industries et secteurs d'ailleurs dépendent du pétrole avec les conséquences suivantes. Tout d'abord, la hausse du prix du pétrole se répercute directement dans le prix des produits finis. C'est-à-dire que lorsqu'on a une hausse du prix du pétrole, les entreprises, les industries utilisent cette énergie pour produire. Et donc à partir de là, le prix du pétrole est répercuté dans le coût de production. Et qui dit répercuté dans le coût de production, il sera également répercuté dans le prix final de ces produits. Et à partir de là, effectivement, ça peut avoir un impact sur l'inflation. Le pétrole a également une forte influence sur le budget des ménages, notamment sur le plan du transport. Et donc, le pétrole constitue une part non négligeable du budget. Encore une fois, tout dépend de l'endroit où l'on se trouve, etc. Mais par exemple, le ménage parisien classique qui habite en banlieue parisienne soit va recourir au transport classique, RER, etc., train, soit à la voiture, et à partir de là, effectivement, ça a un impact sur le budget. De toutes les manières,
les ménages qui habitent en banlieue ont généralement un ou deux véhicules et donc il y a un budget consacré à l'essence. Incidence sur le taux d'inflation, comme je l'expliquais précédemment, incidence sur l'environnement, puisqu'effectivement, l'énergie, cette énergie contribue d'une certaine manière au réchauffement climatique, aux gaz à effet de serre, et donc, à partir de là, il y a des répercussions à long terme sur l'environnement et donc sur l'économie. Impact enfin considérable sur le prix des biens et des services, les transports, hein, notamment le transport aérien, les transports classiques, routiers, ont recours de manière considérable à cette énergie. Le pétrole est passé donc d'une phase de sous-valorisation, de faible valorisation. Donc au début des années 2000, on avait un pétrole valorisé à 30-40 dollars. Donc pour beaucoup d'analystes, c'était considéré comme trop élevé à l'époque. Mais c'est également, et c'est là où c'est intéressant, c'est quand tout le monde vous dit il faut pas acheter, il faut pas acheter, il faut pas acheter, c'est là où il faut faire l'inverse et éventuellement acheter. Et d'ailleurs, le pétrole est passé de ces 30-40 dollars à des niveaux beaucoup plus importants. Cette situation donc de sous-valorisation, elle est souvent mise à profit par des gestionnaires professionnels à long terme comme Jim Rogers, Warren Buffett, etc. qui ont comme, je dirais, technique d'investissement d'acheter le pessimisme ambiant. Quand personne ne veut d'un actif, c'est le moment où il faut s'en saisir. Donc, on passe effectivement d'une phase où le pétrole est faiblement valorisé. Ici, on étudie une période assez longue. C'est un graphique mensuel qui débute dans les années 80, qui se termine en 2000. Vous voyez que le pétrole, pendant presque 15 ans, évolue dans une fourchette allant des 10 dollars à 30 dollars. C'est rien, d'accord? Donc pendant 15 années, le pétrole qui est très faiblement valorisé, malgré un consensus général sur la rareté, c'est-à-dire tout le monde sait que c'est une énergie rare, qu'à un certain moment il y aura de moins en moins de pétrole. Néanmoins, pendant toute cette période, on a un pétrole qui effectivement ne coûte pas très cher. Puis, ici vous constatez que donc, année 2000, le pétrole est valorisé autour des 20 dollars, donc maximum 40 dollars. Donc, pendant cette période, le pétrole reste effectivement dans une fourchette étroite. En 2003, donc guerre en Irak, le pétrole commence à progresser. On casse le seuil des 40, qui est un seuil très important, et on explose pour aller sur le niveau des 150 malgré la crise des subprimes en 2007. Vous voyez la crise de subprime, on a une petite correction. Ici, 2007, vous voyez là, on a une petite consolidation, donc pas grand-chose. Et c'est en 2008 où le marché commencera à se retourner. Donc on passe pour résumer, d'une période où le pétrole vaut 10 dollars début 99, fourchette allant entre 18, donc 20 dollars, et 40 dollars entre juin 99, septembre 2004. À partir de là, le pétrole, on a le consensus selon lequel c'est une ressource rare, on va avoir de moins en moins de pétrole, et qu'effectivement, il y a l'offre et la demande. Les prix vont monter. Autre chose, on a l'apparition des pays émergents, et la demande en pétrole est de plus en plus importante. Ajoutez à cela tous les problèmes géopolitiques, et ça crée une explosion des prix du pétrole, puisqu'on passe de 10 dollars à 150 dollars au plus haut en 2008. Et sur ces niveaux, normalement on aurait pu dire c'est déjà très élevé. Non, on a des experts de Goldman Sachs qui, pile poil, en 2008, nous expliquent que le pétrole va monter très rapidement à 200-300 dollars pour les prochaines années. Alors ils avaient peut-être raison. Toujours est-il que juste après leur diagnostic, leur fameux diagnostic à ces analystes de Goldman Sachs, la prestigieuse banque d'affaires, que fait le pétrole? Il s'effondre. Alors est-ce qu'il y a eu manipulation? Moi je ne le pense pas. Encore une fois, je leur accorde le bénéfice du doute. Néanmoins, et c'est là où vous voyez encore une fois l'importance d'être contrariant. Quand tout le monde dit il faut acheter, il faut faire l'inverse. Quand tout le monde dit il faut vendre, c'est là où il faut acheter. D'accord? Donc encore une fois, il faut avoir ce raisonnement, cet état d'esprit sur les marchés. Soyez contrariant, toujours méfiez-vous de ce que disent les experts. Donc ici, vous voyez, après avoir atteint 150 dollars au plus haut, les opérateurs réalisent que le changement brutal des fondamentaux en 2007 concerne également les pays émergents. Et puis,
on note une forte chute du pétrole, dégonflement puissant de la bulle spéculative et chute du pétrole de plus de 75% en 6 mois. Donc, dégonflement de la bulle, donc comme je l'expliquais, les analyses de Goldman Sachs qui misaient sur un pétrole à 200-300 dollars. Puis, quand le pétrole s'est retourné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme par hasard, ils ont revu à la baisse leurs estimations pour tabler en 2009 sur un pétrole à 30 dollars en raison de la baisse dramatique de la demande mondiale. Dommage pour eux. C'est en 2009 où le pétrole a commencé à se retourner à la hausse et on a atteint très rapidement 75 dollars, puis les 100 dollars. Donc vous voyez encore une fois l'importance de ne pas suivre les experts, même s'ils travaillent, je dirais entre guillemets, surtout s'ils travaillent pour des institutions prestigieuses, parce qu'encore une fois, ces analystes sont victimes d'un comportement moutonnier. Ils ont une grosse pression, ils ne prennent pas forcément et ils ne donnent pas forcément un avis, comment dirais-je, toujours cohérent avec ce que va faire le marché. Et il est important, lorsqu'on fait du trading, d'être indépendant, de ne pas suivre les autres, de suivre sa propre analyse. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Et d'une certaine manière, il est important de prendre du recul par rapport à ce que disent les analystes. Et même si moi, par exemple, Tammy Cabage, votre prof, je vous dis le marché va monter, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pas de problème. Il faut juste argumenter. Le plus important, moi-même, je peux me tromper. Et moi-même, il m'est arrivé de me tromper. D'accord? Alors, moins que les analystes de Goldman Sachs, hein, Dieu merci. Néanmoins, encore une fois, l'analyse, c'est un travail personnel. Il faut être indépendant lorsque vous faites votre analyse. Il faut être indépendant lorsque vous faites du trading. Donc, soyez capable de vous opposer à moi, mais de manière argumentée. D'accord? Donc, si par exemple, moi, à l'avenir, je vous donne voilà une analyse et je vous dis, je pense que le pétrole va monter, l'or va monter. Déjà, quand vous le verrez, quand je donne une analyse, jamais je ne parie jamais le ranch sur une analyse. Pour moi, ça reste une analyse. Point. C'est-à-dire que je ne m'engage pas dans l'analyse. L'analyse me permet de baliser le terrain. C'est-à-dire que j'ai un ou deux scénarios qui sont déjà prêts. Et à partir de là, j'attends que les éléments se mettent en place pour repérer une position, une opportunité. D'accord? Donc pour moi, l'analyse, c'est presque secondaire. C'est pas ça le plus important. Il faut faire une analyse, mais mon ego ne dépend pas et n'est pas lié à l'analyse. Que je gagne ou que je perde sur l'analyse, ça peu importe. Le plus important, c'est de faire mon job. D'accord? Donc, essayez de ne pas, comment dirais-je, être trop lié à votre analyse. Ça reste une analyse. Donc, le cours du pétrole a atteint les 33 dollars en janvier 2009 avant de repartir à la hausse et de renouer avec les 100 dollars début 2011. On est dans ces alentours. Une volatilité extrême. Lors des dernières années, le pétrole a connu une volatilité extrême. Et c'est sur ce point que j'ai envie d'insister. C'est-à-dire que on n'est plus dans cette perspective longue où on peut dire, voilà, le pétrole va atteindre les 200, 300 dollars. Non, on est passé de 10 à 40 dollars, puis de 40 dollars à 150 dollars assez rapidement. Mais en 6 mois, le pétrole est passé de 150 dollars à 30 dollars. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Est-ce que c'est une analyse long terme? Non, ça c'est allé très vite. Donc on voit bien que ce raisonnement, cet ancien raisonnement qui consistait à dire j'achète, je conserve pendant 1 an, 2 ans, etc., il est complètement dépassé. On est dans une nouvelle économie mondiale. Et les marchés financiers ne font que coller à cette économie mondiale, aux turbulences de cette économie mondiale. D'accord? Et donc, ce qui fait que même sur le plan de l'investissement, eh bien, il ne faut plus que ce soit un investissement très long terme. Il faut que ce soit un investissement beaucoup plus court. Vous pouvez être un investisseur, mais 4 mois, 6 mois, c'est du très long terme. D'accord? Donc la croissance aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle effectivement on a cette transformation radicale de l'économie mondiale, la croissance n'est plus l'apanage des puissances occidentales. Auparavant, c'était l'Europe, les États-Unis. Bien aujourd'hui, on a plein de puissances qui émergent et qui veulent leur part du gâteau. D'accord? Et la croissance, d'ailleurs, aujourd'hui, elle est due en grande partie aux pays émergents. Et il y a eu un papier très intéressant rédigé par Patrick Artus, je l'ai un peu critiqué sur son analyse, mais ça reste un très bon économiste.
et montrer, finalement aujourd'hui on parle beaucoup de délocalisation, on parle de protectionnisme, on explique que tous nos problèmes viennent de la Chine, de ces pays émergents, de ces méchants pays émergents. On oublie de dire que durant ces 20 dernières années, on a eu une croissance beaucoup plus importante, également que fermer les frontières avec la Chine, fermer les frontières avec les pays émergents, ce n'est certainement pas la solution. C'est la pire des solutions. C'est-à-dire qu'en faisant cela, la croissance va diminuer dans le monde entier et on aura des conséquences beaucoup plus dramatiques. D'où encore une fois le danger de vouloir fermer à tout prix les frontières. La solution n'est pas là. La solution, c'est effectivement repenser le modèle économique, repenser la manière de travailler. Par exemple, on a des personnes qui travaillent dans un secteur et du jour au lendemain, ce secteur est sinistré. Délocalisation, on part en Chine, etc. Est-ce que la solution, c'est de dire, voilà, on va vous donner des grosses aides et puis laissez-nous tranquilles? Ou alors de dire, bah, finalement, c'est le monde moderne. On va exercer plusieurs activités, plusieurs métiers. On ne va pas exercer qu'un seul métier. À partir de là, développer un système de flexi-sécurité. Donc, le salarié se doit d'avoir une sécurité, donc d'avoir un revenu qui lui permette de garder une certaine sérénité. Néanmoins, il doit s'adapter. Donc, si effectivement ce secteur ne fonctionne plus, on doit le former pour qu'il puisse aller vers d'autres secteurs porteurs. On voit bien que c'est une nouvelle manière de concevoir les choses, mais c'est l'une des solutions auxquelles il faudra effectivement penser de plus en plus sérieusement. Les pays émergents ont donc radicalement augmenté leur consommation de pétrole et exercé d'une certaine manière une pression sur les cours de l'or noir. Le pétrole prochainement déclassé. Alors c'est la question qui se pose. Effectivement, on parle beaucoup du pétrole, de l'énergie, de cette énergie qui est rare. On explique que le pétrole va aller sur les 200-300 dollars, entre guillemets, Goldman Sachs l'a dit. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le pétrole va continuer à progresser? Moi, je dirais oui, il va continuer à progresser parce qu'effectivement, si la demande reste aussi forte, bien l'offre ne pourra pas suivre et les prix ne pourront qu'augmenter. Néanmoins, il y a un danger, c'est-à-dire on ne pourra pas effectivement continuer de cette manière indéfiniment. Et puis, il y a d'autres solutions alternatives. Il y a tout d'abord des énergies alternatives, les éoliennes, l'énergie solaire, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de plans d'investissement. Je sais qu'au Maroc, par exemple, on a créé au sud du Maroc de nombreux panneaux solaires et que cette énergie solaire sera exportée par la suite vers les pays européens. Donc, ce sont des solutions qui sont ce qu'elles sont, qui ne pourront pas tout résoudre, mais néanmoins elles sont nécessaires. Ensuite, on voit également les modes de consommation qui vont différer. Alors auparavant, je me souviens moi des Hummer qui consommaient mais je sais combien de litres au 100, donc c'était faramineux en termes de consommation d'énergie. Bon, ces Hummer ne fonctionnent plus aujourd'hui, hein. La société a d'ailleurs fait faillite, mais on va vers des véhicules beaucoup plus économiques et ça effectivement fait qu'on aura peut-être une baisse sur le plan de la demande. Donc les véhicules à l'avenir seront de plus en plus économiques et il y a des taxes incitatives. Donc par exemple les véhicules polluants, les véhicules qui consomment énormément seront plus taxés et les autres véhicules moins taxés. Donc le but c'est d'orienter les comportements des agents économiques. Alors, bien sûr que ça met du temps tout ça à se mettre en place. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Néanmoins c'est comme ça qu'il faut falloir agir. C'est cette modification radicale des comportements des consommateurs qui permettra une économie importante de la consommation d'énergie et peut-être de peser à la baisse sur le pétrole, même si, encore une fois, il y a plus d'arguments. Et vous voyez bien, on est ici dans les arguments. Il y a plus d'arguments pour la hausse que pour la baisse, mais ces solutions, elles sont nécessaires et elles doivent être mises en place. Elles sont déjà, pour certaines, mises en place. Donc même si les probabilités d'une hausse du pétrole dans les années qui viennent restent fortes, il n'est pas improbable d'assister à une stagnation du pétrole pendant de nombreuses années, pour les raisons qui ont été évoquées. Bon, on est quand même en période de crise, la croissance a ralenti, elle risque de se reprendre, mais on va commencer à économiser l'énergie, trouver des modes de transport qui consomment moins de pétrole, etc. Bref, ce sont des possibilités à ne pas négliger.
Le marché du pétrole et le forex, donc sur les devises. Donc, c'est quoi le lien entre le forex et le pétrole? Bah, tout d'abord, on a des devises matières premières, comme on va le voir plus tard. Donc, des devises matières premières, ça veut dire quoi? Ça veut dire des pays fortement exportateurs de pétrole et donc qui dépendent du pétrole. Et à partir de là, effectivement, le cours de ces devises va être influencé par le cours du pétrole. Donc les devises des pays producteurs de pétrole, comme le Canada et la Norvège, ont tendance à suivre l'évolution du prix du pétrole. Attention, encore une fois, chaque marché doit être analysé de manière indépendante. C'est pas parce que le pétrole monte que le cours de ces devises va monter. D'accord? Donc il n'est pas impossible que la situation économique locale prenne le pas sur l'évolution du prix du pétrole dans certaines situations. Les corrélations doivent toujours être considérées avec la plus grande prudence. Ne jamais prendre une corrélation à la lettre. Comme les statistiques économiques ou le point de vue des experts, je pense que vous avez bien compris mon point de vue. C'est pas parce que Goldman Sachs vous dit il faut acheter le pétrole et qu'on est à 150 que le pétrole va monter à 200, 300 qu'il faut les suivre. Les analyses de Goldman Sachs sont victimes du biais momentum, comme beaucoup d'analystes. Je l'ai développé dans le cours sur l'analyse technique. En mars 2000, 99% des analystes financiers de Wall Street, 99% des analystes financiers de Wall Street étaient acheteurs. Recommandaient les actions à l'achat. Au même moment, le marché s'est effondré. Tous les journaux financiers à l'époque étaient acheteurs. Moi, je m'en souviens bien, j'étais analyste, trader sur le marché américain, je voyais tout ça en temps réel et je voyais cette bulle, cette effervescence et effectivement, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. Mais c'est les marchés qui m'ont dit à un certain moment, attention, on va assister à un retournement. Et c'est là où moi j'avais recommandé à l'époque à tous mes clients de vendre parce que j'ai eu des divergences baissières alors que tout le monde disait il faut acheter. Et c'est là où vous voyez encore une fois, le marché a toujours raison, en définitive. Grand 3, les matières premières agricoles. Alors les matières premières agricoles sont de plus en plus à la mode aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on a des fonds qui s'intéressent à ces matières premières agricoles, des fonds d'investissement. Ensuite, deuxièmement, on a une forte volatilité de ces matières premières agricoles. Enfin, je dirais le dernier point le plus important, c'est que ces matières premières agricoles, elles servent à quoi? Elles ont une finalité alimentaire. Donc, lorsqu'on a eu la flambée des prix du blé 2006, vous voyez ici, 2006, 2007, 2008, là, on a eu une flambée du prix du blé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à cette époque, on a eu des grèves de la faim en Égypte, dans les pays africains, parce que le prix du blé avait augmenté, le prix du pain avait augmenté, et donc beaucoup de personnes ne pouvaient pas survivre et ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. Et donc à partir de là, on a eu une mobilisation internationale, mais on peut également noter que les cours du blé vont influencer la stabilité du monde et de certaines régions du monde. Donc ce n'est pas anodin ce que fait le blé, ce n'est pas anodin sur le plan alimentaire et sur le plan de la stabilité de certaines régions dans le monde. Donc depuis 2007, la volatilité extrême du cours du blé. On a une progression vertigineuse en 2008. Vous voyez ici le blé qui explose à la hausse. Et puis effectivement, on passe de 1500 à 600. Donc un blé qui effectivement baisse fortement. Là, on a un chemin de la hausse, mais là, on continue à baisser. Donc on est effectivement dans une configuration où le blé donc baisse fortement avant de se reprendre. Puis une deuxième jambe de hausse. Alors, on n'est pas aux alentours des 1400-1500. Néanmoins, on est aux alentours des 1000. D'accord? Et ces niveaux sont tout de même très, très, très élevés. Et pourquoi? Ça s'explique par quoi? Ça s'explique notamment par une sécheresse historique aux États-Unis, en Russie, au Kazakhstan. Donc, forte progression en 2012, comme vous pouvez le constater. Les indicateurs techniques qui valident des signaux acheteurs, vous voyez ici donc double bottom, on a une divergence qui est validée, ici ça casse et effectivement le blé qui explose à la hausse. Les indicateurs techniques étaient assez clairs, c'est des indicateurs techniques en plus
weekly, hebdomadaire. Donc les déterminants des cours des matières premières agricoles. Donc la loi de l'offre et de la demande, elle explique de manière pertinente la formation des prix. C'est quoi la loi de l'offre et de la demande? C'est le fait de dire que effectivement chaque cours est déterminé par l'offre et la demande. D'accord? L'offre, ce sont les offreurs, ceux qui offrent la matière première, en l'occurrence le blé. La demande, ceux qui réclament le blé, donc en l'occurrence des États, des entreprises, etc. Et lorsque la demande est très très importante, beaucoup plus importante que l'offre, qu'est-ce qui se passe? On a une hausse du cours du blé. Lorsque l'offre est supérieure à la demande, donc on a énormément d'offres, par exemple, on a une récolte exceptionnelle, tout se passe bien, etc. Donc vous avez une offre qui est largement supérieure à la demande, qu'est-ce qui se passe? Les prix baissent automatiquement, d'accord? Et inversement, dans le cas d'une demande bien plus importante que l'offre disponible. Donc, l'offre de matières premières agricoles dépend des éléments suivants. Tout d'abord, l'aléa climatique. On voit récemment, 2012, août 2012, sécheresse aux États-Unis, sécheresse en Russie, Kazakhstan, etc. Et cet aléa climatique, on n'a aucune prise dessus, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, à partir de là, effectivement, ça a un impact sur la récolte. Les capacités d'offres insuffisantes. Donc, effectivement, quand on est dans une situation où les prix des matières premières agricoles sont très faibles, il n'est pas rentable pour un agriculteur de produire. Pourquoi? Parce que l'agriculteur, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il détermine la rentabilité. Est-ce que ça vaut le coup de produire ou pas? Si le prix du blé est inférieur au coût de production, il vaut mieux ne pas le produire. S'il est légèrement supérieur, on peut produire, mais c'est pas très intéressant. S'il est largement supérieur au coût de production, si le prix du blé est largement supérieur au coût de production, on peut effectivement y aller. Le problème, c'est que un agriculteur, il a aucune prise sur le prix du blé parce que ça fluctue tout le temps. Donc parfois ça monte, parfois ça baisse, parfois ça monte, parfois ça baisse. Que faire dans ces conditions? Et c'est là où on voit effectivement l'importance, d'ailleurs dans la formation, on a des personnes qui sont dans le domaine agricole. On voit l'importance effectivement de maîtriser la psychologie des marchés, d'avoir une stratégie sur le sujet et comment dirais-je, de bien maîtriser les déterminants, etc. des cours. Maintenant, effectivement, on a ce facteur aléatoire sur lequel on n'a aucune prise, malheureusement. Donc, les capacités d'offre insuffisantes, donc comme je le disais, lorsque le prix des matières premières agricoles est trop faible, il n'est pas rentable d'investir. Or, et c'est ce qui s'est passé dans les années en 2008-2007, la hausse de la demande a surpris la plupart des producteurs agricoles qui n'ont pas été capables de s'adapter rapidement à la demande. Pourquoi? Parce que produire du blé, ça ne se fait pas en un mois ni en 2 mois. Ça demande du temps. Et donc la hausse des prix est avant tout la conséquence d'un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de matières premières agricoles. Le faible niveau des stocks mondiaux contribue également à cet effet yo-yo. D'accord? Quand vous avez des stocks au niveau mondial qui sont très faibles, et ben, qu'est-ce qui se passe? On a effectivement des hausses, des baisses, etc., des fluctuations assez importantes. La demande de matières premières agricoles dépend des éléments suivants. Alors, on a étudié l'offre, conditions climatiques, le prix, la rentabilité, etc. La demande, elle vient de quoi? Elle vient de la démographie tout d'abord. On a une population mondiale qui augmente. Et donc ça exerce une pression sur la demande. On a également les changements de mode de consommation, et ça c'est très très important. C'est-à-dire qu'effectivement avec l'enrichissement de certains pays émergents, dont la Chine, auparavant, quand on est un pays pauvre, déjà le but c'est quoi? C'est de subvenir à ses besoins, on veut survivre. Donc on ne va pas faire son difficile. Mais quand on s'enrichit, eh bien on veut manger un peu de viande, etc. Et donc il se trouve qu'effectivement, la croissance de certains pays a provoqué une modification de l'alimentation de base, avec une consommation de viande plus importante, qui a elle-même provoqué une hausse du cours des matières premières agricoles. Pourquoi? Parce que tout simplement la nourriture du bétail est à base de matières premières agricoles. Et donc pour 1 kilo de viande, vous avez besoin de je ne sais combien de kilos de blé. Et donc avec l'enrichissement des pays asiatiques, la consommation de viande a augmenté, ce qui a provoqué une consommation plus intensive de matières premières agricoles et donc une hausse du cours de ces derniers. D'accord? Donc la croissance de ces pays émergents a eu un impact non négligeable sur la hausse du cours des matières premières agricoles.
On note un record historique pour le maïs qui a été enregistré récemment. Vous voyez ici aux alentours de 800. Donc on a eu une première phase de hausse, une forte correction. On est passé de 800 à 350 et puis là effectivement une reprise de la hausse depuis 2010, vous voyez, et ces prix qui augmentent très très fortement. Vous voyez le RSI, le stochastique qui sont acheteurs. C'est un graphique mensuel. D'accord? Vous voyez encore une fois, c'est monstrueux sur le plan de la volatilité. Là, c'est un graphique hebdomadaire. Donc vous voyez ici, on avait un marché baissier, divergence légèrement haussière, stochastique RSI, zone de neutralité qui est cassée, on est au-dessus de la moyenne mobile, et effectivement, le maïs qui explose à la hausse. On avait des signaux techniques qui venaient appuyer ce scénario aussi. Comment répondre à cette urgence alimentaire? La forte volatilité du cours des matières premières agricoles rend difficile l'investissement, comme je l'ai expliqué précédemment. Moi, je suis agriculteur, je ne sais pas quel sera le cours du blé, donc est-ce que ça vaut le coup ou pas? Aujourd'hui, le cours du blé, il est par exemple à 1000, mais demain, est-ce qu'il sera à 1500 ou à 500? Je ne sais pas. Alors, je peux effectivement couvrir ma production. Donc effectivement, je peux, si aujourd'hui le cours du blé est à 1000, je peux effectivement vendre à terme pour couvrir ma production et me dire ok, je rentabilise, je sais que je vais vendre à tel prix. Mais à long terme, c'est difficile de procéder de la sorte, d'autant plus qu'il y a des investissements conséquents à réaliser. Un agriculteur ne raisonne pas à horizon 1 an, il raisonne sur une période de plusieurs années. Donc cette incertitude n'incite pas nécessairement certains industriels à se lancer dans des projets d'investissement hasardeux. Pour rappel, dans les pays en développement, l'alimentation représente 90% du budget des ménages. C'est considérable. Et ça explique beaucoup, par exemple, la crise qu'on a eue dans ces pays émergents. Dans les pays développés, par contre, l'alimentation ne dépasse pas les 20% du budget. Mais bon, effectivement, ces pays ont évolué. Les revenus sont assez élevés et une part importante des revenus sont d'ailleurs consacrés aux services, services en tout genre, que ce soit l'éducation, la santé, les transports, etc. Les services d'ailleurs sont très très importants. Aux États-Unis, c'est presque 80% du PIB. En Europe, c'est 70-75% pour certains pays. Donc vous voyez effectivement le secteur des services qui est omniprésent, qui est dominant dans les pays développés à économie de marché. Selon la FAO, 1 milliard d'êtres humains souffrent de la faim avec une forte hausse ces dernières années. Et la cause principale est due à la hausse du prix des matières premières agricoles des dernières